Il est noté depuis le début du mois de janvier 2021 une recrudescence des attaques terroristes dans les pays du Sahel. On se souvient qu'il y a eu en janvier une attaque au Niger, puis une autre le 16 mars dans le même pays, une qui avait fait plusieurs dizaines de morts. Donc dimanche, une énième attaque qui a été enregistrée à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. On va revenir sur cette actualité dans le sujet qui sera diffusé peu avant la présentation des invités. Et pour en parler, d'abord Thiambel Guimbaera, qui est directeur de publication de La Voix du Mali, journaliste. Bonsoir. Bonsoir, merci de cette invitation. C'est nous. Et avec Thiambel Guimbaera, qui se trouve en France, en ligne de Paris, bien entendu, nous avons Siaka Koulibaly, qui est politologue, qui se trouve, lui, du côté du pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Bonsoir, Siaka Koulibaly. Bonsoir, Aziz. Merci donc d'avoir tous les deux répondu à notre invitation et nous allons d'abord nous replonger dans ce qu'il s'est passé en Côte d'Ivoire, à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso dimanche. Dans un communiqué de l'état-major général des armées de Côte d'Ivoire publié ce lundi, il est fait état de l'attaque de 2 positions des forces armées ivoiriennes dimanche. Selon le texte, la première survenue à Kafolo est le fait d'une 60aine de terroristes lourdement armés venant du Burkina Faso voisin. Les assaillants ont été repoussés, ajoute le communiqué, au terme d'une heure de combat intense par les forces armées de Côte d'Ivoire. Le bilan de l'état-major des forces armées fait état de 2 soldats tués et 4 autres blessés. 3 morts chez les terroristes, 4 interpellations et du matériel logistique saisi. Enfin, le communiqué indique que la 2e attaque est survenue à Kolobougou, à 60 km au nord-est du département de Téini, faisant frontière avec le Burkina Faso. Un poste de gendarmerie a été la cible d'individus non identifiés. Ici, le bilan est d'1 mort et 1 blessé. Siaka Koulibaly, qu'est-ce qui explique cette recrudescence des attaques dans les pays du Sahel, notamment dans la région dite des 3 frontières depuis quelques mois? Moi, je pense que, en réalité, on ne peut pas parler de recrudescence. Il s'agit tout simplement d'une persistance du phénomène terroriste et des attaques qui ont lieu quand même depuis un certain nombre d'années. Mais il y avait une accalmie quand même. Oui. Relative. Il y a des accalmies, mais ce sont des accalmies qui me semblent tactiques de la part des terroristes. C'est-à-dire que soit pour s'approvisionner, soit pour recruter, soit pour se repositionner. Et on a l'impression qu'il y a une accalmie, alors qu'en réalité, c'est peut-être des mouvements tactiques qui font qu'on a ces impressions-là. Par exemple, le Burkina Faso, depuis les 3 derniers mois de 2020, on a une baisse du nombre des attaques. Et au début de l'année également, 2021, on a une certaine baisse du nombre d'attaques. Et on voit qu'au Mali, les attaques se sont multipliées. Au Mali et au Niger, les attaques se sont multipliées. Avec maintenant ces dernières attaques qui ont eu lieu à la frontière de la Côte d'Ivoire. Donc pour moi, si je fais le point sur l'ensemble, on peut parler d'une persistance du terrorisme et des attaques contre les positions des forces armées. Thiambel Guimbaera, le mode opératoire est le même, semble-t-il. Siaka Koulibaly a évoqué à l'instant le repli tactique des terroristes qui trouvent le moyen de se replier dans certains pays qui leur servent de base arrière. Est-ce que là, on n'a pas justement la preuve qu'il y a un déficit en ce qui concerne surtout le partage d'informations?
Oui, ça a été un peu le problème dans nos pays, d'où la nécessité de créer le G5 Sahel pour travailler en termes de fuseaux par pays et pour pouvoir combler cette insuffisance stratégique et tactique qui était jusque-là de mise sur le terrain. En tout cas, ce que nous constatons, c'est que cette persistance est là, c'est que le terrorisme continue et prend nid maintenant au sein des populations. C'est le plus grand danger, et que les terroristes puissent recruter au sein des populations, que les terroristes aient les moyens de former sur place, et que les terroristes étendent leur giron. Ce n'est pas la première attaque vers la Côte d'Ivoire, nous en avions connu jusqu'à Grand Bassam, ça c'était une intrusion, mais là c'est une attaque frontale d'un poste frontalier pour percer sur le territoire. Et donc c'est un changement une attaque de position militaire, hein? Une attaque de position frontalière, carrément de position militaire, pour pouvoir s'emparer, comme c'est le cas depuis quelques années au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Donc on voit une nouvelle donne également dans ces pays-là, ce qui ne rassure pas du tout. Ça ne rassure pas du tout, parce que c'est une nouvelle donne avec laquelle il faut compter et analyser profondément. Donc l'implication des forces de défense des pays de part et d'autre du G5 Sahel, de Barkhane, dans le cadre de MINUSMA, de ces différentes de Serval jusqu'à Takuba, de ces différentes missions sur le terrain, et même des partenaires africains qui reviennent sur le champ. Donc on doit comprendre comme leçon que la meilleure des guerres se gagne par l'information et la communication. C'est la première stratégie, c'est la première tactique. À la matière, aujourd'hui, on ne peut avoir d'alliés que les populations, que ce soit au Mali, au Burkina Faso ou en Côte d'Ivoire, où il y a des velléités quand même de pouvoir rentrer sur ce territoire-là. Mais les terroristes, Siaka Koulibaly communique aussi avec des moyens sophistiqués. Là, il faut justement faire intervenir la technologie pour arriver peut-être à décoder les messages, et c'est peut-être là que se posent les plus grosses difficultés pour les pays du Sahel. Oui, vous avez parfaitement raison. Face à ces phénomènes du terrorisme, nos armées, les armées des pays concernés ont jusque-là démontré de très grandes faiblesses à faire face à ces phénomènes du terrorisme-là. Il y a d'abord et là je vais évoquer un communiqué de l'état-major ivoirien qui, il y a quelques semaines, parlait, qui disait que la Côte d'Ivoire était prête d'un point de vue militaire pour faire face aux phénomènes terroristes, en évoquant les équipements, les hommes. Il y avait une alerte. Il ne s'agit pas d'une guerre classique. Il y avait une alerte, mais il y a un problème, c'est qu'il ne s'agit pas d'une guerre conventionnelle, où les armées font face à une autre armée, ou en tout cas à des troupes organisées et positionnées, qui sont visibles par des moyens technologiques. Ici, il s'agit de petits groupes de personnes très mobiles, qui se faufilent entre les positions des forces armées et qui font des attaques rapides et aussitôt disparaissent dans la nature. Donc il y a un réel besoin de modifier les modes d'organisation de nos armées pour pouvoir faire face à ce type de guerre qu'on appelle les guerres asymétriques. Donc, si les armées restent classiques comme elles sont, formées donc pour faire face à des attaques classiques venant des armées régulières des autres pays, il va sans dire qu'il sera très difficile de résoudre le problème. Ensuite, deuxième élément, le fait que les attaques aient eu lieu aussi près de la frontière avec le Burkina Faso signifie que la base d'opération des terroristes se trouve sur le sol burkinabé. Et cela démontre ici qu'il y a une absence donc de coopération
entre l'armée de la Côte d'Ivoire et l'armée du Burkina Faso. Autrement dit, il n'est pas du tout normal que des groupes irréguliers comme ça arrivent à trouver des bases arrières dans les pays des autres qui sont eux-mêmes confrontés au phénomène terroriste. C'est également le même cas où on sait que les groupes qui agissent au nord du Burkina Faso, dans la province du Soum, sont localisés dans la zone de Sikasso au Mali. Mais jusque-là, les armées n'arrivent pas à résorber ces problèmes-là. Pourtant, ils sont bien connus et on se demande si c'est des questions technologiques, des questions d'équipement, des questions de formation du personnel, ou donc le point central que vous avez évoqué, celui de la technologie et du renseignement par la technologie, effectivement, qui est le grand point de faiblesse de nos armées, parce que ça coûte cher, mais surtout ça coûte en ressources humaines compétentes pour pouvoir assurer le suivi régulier. Thiambel Guimbaera, on a des problèmes qui sont recensés, des problèmes identiques qui sont recensés dans les différents pays du Sahel et au Mali également. Il y a peut-être la reprise, le réchauffement des relations entre l'Algérie et le Mali qui pourrait permettre d'avoir un allié clé dans cette lutte contre le terrorisme au Sahel. Bon, l'engagement algérien n'a jamais fait défaut en réalité, mais c'est vrai que récemment vous évoquiez la visite du président Bandaou à Alger, une visite diplomatique, une première du genre, une prise de contact, un échange avec les plus hautes autorités de ce pays-là pour réchauffer les relations, redonner confiance et surtout reprendre langue par rapport aux engagements économiques d'exploitation des ressources minières. Je ne pense pas que ce soit le moment d'aller vers ce genre d'engagement ou de deal, je ne crois pas. Je pense qu'il faut avoir un langage de vérité avec l'Algérie. Si le Mali n'est pas en paix, l'Algérie ne pourrait pas être en paix. Et en guise de rappel historique, c'est l'Algérie qui nous a refilé ces enfants bannis sur son territoire des années 70, qui est l'ancien fils sur cette partie du nord du Mali. Et le Mali a cédé aussi d'accord en accord par une démilitarisation de la zone. Je crois qu'il faut réellement responsabiliser tout un chacun et reconnaître, ne pas faire de nos pays, de nos différents pays, le centre de la confrontation entre d'autres intérêts, se dire les vérités et s'engager chacun à trouver une solution qui arrange tout le monde. Elle est diplomatique, elle est militaire aujourd'hui et demain elle est aussi économique. Et donc ces questions-là doivent être débattues en toute légitimité, en toute légalité. Et on ne peut pas voir ce rapprochement entre l'axe Bamako et Alger qui puisse se faire d'autres, l'axe de Rabat ou l'axe de l'Occident, ça ne devrait pas se poser en ce terme. On ne peut pas commencer un chantier avec le G5 Sahel, mobiliser des fonds et ensuite rester à mi-mandat pour la construction de cette armée, aller recruter, aller chercher encore de l'aide au Tchad pour qu'ils viennent sauver une situation circonstancielle. On ne peut pas travailler durablement dans ces zones-là en privatisant la communication et l'information. C'est la clé de voûte dans tout conflit et surtout dans celui qui est asymétrique. Chaka Koulibaly le rappelait fort heureusement. L'armée burkinabé, l'armée malienne, l'armée du Niger, avec ou sans le G5, sont condamnés à travailler ensemble, à s'informer, à échanger. Leur information ne devrait pas être sapotée par la superstructure américaine qui sous-traite son information avec la France, qui est au service de la France et de l'Occident qui intervient dans cette zone-là. Mais justement, Thiambel Guimbaera, le problème, c'est que les pays du G5 Sahel n'ont pas les moyens de gérer le flot d'informations, d'avoir accès à ces informations de première main. Et vous avez tantôt parlé de l'Algérie qui, bien sûr, est un pays central ayant connu les problèmes de terrorisme, mais ces terroristes n'ont pas seulement essaimé à partir de l'Algérie, il y a aussi dans la région la Libye et bien entendu le Nigeria, le Soudan y compris.
Oui. Si on remonte historiquement jusqu'à ce point-là, on peut situer la responsabilité au-delà pour, en tout cas, ce qui nous concerne à partir de 2012, c'est la situation, la détérioration de la situation en Libye qui a renfloué cela avec des erreurs de part et d'autre, du côté malien également, en laissant entrer les hommes avec armes et bagages. On ne refait pas l'histoire, c'est fait. Aujourd'hui, nous sommes de plein pied dedans. C'est vrai que c'est difficile. On ne peut pas avoir la technologie, la dernière technologie, les drones peut-être pour se renseigner, comme le font l'armée américaine à partir de ses positions du Niger, ou comme l'armée française le fait avec ses positions un peu partout en Afrique. On ne peut pas avoir cette technologie-là, et elle n'est pas à notre service, mais nos petits moyens, les moyens humains, les renseignements humains peuvent en tout cas être mis à disposition entre nos différentes armées. Et au-delà de nos frontières, nous avions quand même développé des renseignements au niveau de nos armées, et cette collaboration et cette coopération doit également être utile à ce niveau-là pour nous aider à décanter une situation. Je crois que les peuples, les républiques, les États, les armées de ces pays-là, du G5 Sahel, et surtout de ce triangle du Liptako-Gourma, doivent le comprendre, parce que si on ne maîtrise pas, on ne trouve pas la situation à l'interne, on ne maintient pas cette terreur-là dans cette frontière, si elle va au-delà, c'est bonjour les dégâts, elle peut se propager jusqu'à l'Atlantique, à partir de là, en Côte d'Ivoire, ce qu'on ne souhaite pas, et même au-delà, voire au Sénégal. Les tentatives ne manquent pas, les moyens militaires sont là, les réalités économiques sont là, les réalités militaires sont là, mais la coopération se fait en gagnant-gagnant. L'Algérie a gagné à la paix au Mali, la paix au Liptako-Gourma, elle n'est pas perdante en la matière, mais si la situation continue à se détériorer comme ça, on n'est pas à l'abri de soubresauts dans ce propre pays-là qui a pour politique de ne pas se battre au-delà de ses frontières. Elle maintient cette politique-là, elle reste dans cette logique-là, et pourtant elle parraine un mouvement de réconciliation et de paix. C'est aussi la complexité de la question. Siaka Koulibaly, on a vu que depuis que ces attaques terroristes ont repris de plus belle, eh bien, les terroristes semblent avoir pour cible le secteur touristique. Là, par exemple, au nord de la Côte d'Ivoire, ce sont des villages qui sont également considérés comme des villages touristiques qui ont été touchés. Est-ce que c'est une nouvelle approche des terroristes de frapper les zones dites touristiques? Non, ce n'est pas du tout une nouvelle approche, hein. Vous savez, la déclaration de guerre des groupes terroristes, c'est de s'attaquer aux intérêts occidentaux. Et les intérêts occidentaux en Afrique se situent généralement, bon, c'est vrai, sur le terrain industriel, sur le terrain agricole, mais aussi sur le terrain du tourisme. Et là où on peut trouver les Occidentaux en Afrique, ce sont ces lieux touristiques-là. Rappelez-vous donc les attaques du splendide hôtel du Capuchino à Ouagadougou en janvier 2016. Exactement. Et l'attaque de l'hôtel Étoile du Sud à Grand Bassam le 13 mars 2016. Donc, c'est pour vous dire que les lieux touristiques ne sont pas du tout une nouveauté qui apparaît dans la panoplie des groupes terroristes. Mais si vous permettez, je voudrais dire deux mots sur l'Algérie, la coopération avec l'Algérie. Allez-y. Pour dire qu'en réalité, il est assez difficile que la coopération algérienne, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, soit efficace, pour deux raisons principalement. Vous pensez qu'elle ne portera pas de fruits? Il y a d'abord que l'Algérie a résolu le terrorisme sur son sol national. Elle a adopté une loi dite de concorde nationale en 1999, dont la principale conséquence était que les terroristes se sont engagés à ne plus opérer sur le territoire algérien. Et c'est par là que l'Algérie a refilé sa patate chaude du terrorisme intérieur dans le Grand Sahel et le Grand Sahara, avec la création du AQMI avec l'émir Abdelmalek Droutel. Al-Qaïda au Maghreb islamique. Voilà, AQMI. Et ensuite, il n'y a que les pays du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, sont un peu à l'étroit
dans leur coopération avec le G5 Sahel et avec la France. Parce que premièrement, et vous l'entendez par le président Macron, interdit toute négociation avec les terroristes. Or, si on se rappelle que l'Algérie a résolu son problème du terrorisme, c'est bien par des négociations et l'adoption des lois de concorde nationale. Donc, les pays du Sahel sont dans l'incapacité de procéder à cela parce que leur partenaire principal, la France, ne veut pas entendre parler de cela. Ensuite, il y a que les pays du Sahel ne peuvent pas ouvrir leur partenariat à d'autres puissances comme la Russie ou la Chine, parce que, effectivement, leur grand partenaire, la France, ne veut pas cela. Vous avez vu que la seule évolution qui a eu lieu après le G5 Sahel, c'est l'opération Takuba, qui n'inclut que des armées européennes. Donc, il y a des sortes de limites que les pays du G5 Sahel, les pays sahéliens ont, qui font que finalement ils sont très... Il s'agit des limites qui empêchent donc des mouvements libres des pays du Sahel, des pays francophones qui sont liés à la France. Tout à fait, tout à fait. Donc dans ce cadre-là, il est assez difficile. Et donc on a aujourd'hui que la force Barkhane qui est opérationnelle sur le terrain, avec les résultats que vous voyez. Ça veut dire qu'à longueur d'année, cette force Barkhane n'arrive pas à résorber la question du terrorisme, avec même au Mali un sentiment que Barkhane en réalité fait très peu de choses pour finir le terrorisme. Mais Siaka Koulibaly, avant de donner la parole à Tembel Guimbaera, les groupes armés les groupes terroristes sont lourdement armés et même très bien renseignés. Ça indique qu'il y a de solides soutiens derrière. Oui, et c'est ça c'est cela qui a suscité ces sentiments au Mali, où une bonne partie de la population pense que les terroristes en réalité reçoivent un soutien logistique de la part de certaines puissances, notamment de leurs grands partenaires. Effectivement, ceux qui sont confrontés directement sur le terrain aux terroristes confirment que le matériel utilisé par ces terroristes, même nos armées n'en disposent pas. Vous avez des paradoxes incroyables dans nos pays. Vous avez aux États-Unis, les tueries de masse sont réalisés avec un fusil qu'on appelle le AR-15, qui est très très utilisé pour les tueries de masse. Un fusil d'assaut. Un fusil d'assaut. Mais vous savez qu'aux États-Unis, les adolescents se promènent avec le AR-15, ils s'amusent avec le AR-15, mais nos armées ne peuvent même pas disposer de ça. Nous en sommes encore à la Kalachnikov, qui est, c'est vrai, un fusil très très célèbre, mais quand même qui a certaines limites en termes donc d'engagement durable. Lorsque vous voulez combattre du matin jusqu'au soir, la Kalachnikov, il faut en changer 4 fois dans la journée. Donc il y a des problèmes aussi d'équipement technologique qui se posent à nos armées. On pensait que la Côte d'Ivoire, avec les moyens budgétaires dont elle dispose, aurait pu régler ces questions-là sur la base des expériences des autres pays qui sont déjà dans la ligne de front, mais avec les attaques qu'on voit, et que les positions militaires soient attaquées aussi frontalement, cela démontre que les terroristes n'en ont pas peur et peuvent occasionner de très lourds dégâts à la Côte d'Ivoire, parce que s'ils attaquent les positions militaires, en général, ils vont attaquer donc les cibles non militaires, les cibles civiles, les populations, etc. Et en ce moment, il sera très difficile pour l'armée ivoirienne de couvrir l'ensemble du territoire et de protéger. Et justement, Tembel Guimbaera, face à ce déficit qu'ont nos armées de pouvoir être déployées efficacement partout, il y a eu au Burkina Faso et au Mali l'idée de la mise en place des groupes d'autodéfense qui ont aussi montré des limites. Oui, le groupe d'autodéfense, en la matière, c'est un couteau un peu à double tranchant. Si c'est des groupes d'autodéfense qui se forment par des nécessités
de prolongement stratégique pour appuyer l'armée là où elle n'existe pas ou bien pour compléter un schéma stratégique, ça peut être compris, mais si l'objectif n'est pas ethnique, si la base de constitution n'est pas ethnique, là également ça peut élever d'autres problématiques. C'est le cas au centre du Mali avec le groupe Dogon et les multitudes de groupes d'autodéfense qui se sont auto-formés. Donc c'est difficile d'aller vers une sorte de privatisation. Autant on a privatisé l'information et la communication avec les puissances internationales qui sont venues, autant on veut privatiser également la sécurité à l'intérieur de nos pays pour prendre le cas du Mali tout simplement en créant des groupes d'autodéfense. On est confronté à la dure réalité que les bavures interviennent généralement et pour corriger cela, l'armée a sonné la fin de la récréation pour appeler tout simplement à la dissolution de ces groupes d'autodéfense. Mais ces groupes d'autodéfense peuvent être intégrés dans un schéma de désarmement global et de réinsertion globale, mais récupérés pour être orientés dans le fuseau de renseignement humain dont on a le plus besoin. Parce que ce renseignement humain vient combler un déficit que nos pays ont eu depuis le début de ces crises-là. Ce renseignement humain est essentiel. Et c'est ce renseignement humain d'ailleurs qui fournit des bribes de collaboration ou de collusion ou d'alimentation ou en tout cas d'équipement de ces forces djihadistes-là qui recrutent au sein des populations mais qui se font armer ailleurs et qui sont soutenus ailleurs et c'est des hommes et des femmes qui avertissent nos États par rapport à cela. Mais c'est tellement gros, c'est grotesque, le sentiment ne peut être monté que dans la population pour mettre au pied du mur celui qui est dans cette position de dilemme ou de dichotomie dans les relations. Et donc là, le sentiment anti-français, en réalité, au Mali, s'explique par cela, par les tueries, parce que l'armée malienne a payé le plus lourd tribut, 33, 40, 50, on en a perdu des hommes, et il n'y a pas un seul carré où on va s'incliner devant la mémoire de ces hommes-là, dissimulés et enterrés sur le terrain par-ci, par-là. Il n'y a pas de travail de mémoire, ça c'est national, mais aussi on a perdu beaucoup de civils, et ça, je crois qu'on évoquera sous paix, et ça, ce n'est pas par... On va évoquer cet aspect-là avec notamment la perte de civils innocents dans les opérations placées par les forces spéciales et notamment les alliés ou bien les forces internationales déployées dans différentes régions, notamment au Mali, pour contrer les actions terroristes. On rappelle que nous sommes dans la tribune du mardi, un rendez-vous consacré aujourd'hui à l'actualité brûlante de l'heure en Afrique de l'Ouest, notamment avec les dernières attaques en Côte d'Ivoire, attaques terroristes qui ont coûté la vie à au moins 6 personnes et fait de nombreux blessés. On a vu dans la première partie de cette émission donc comment on en est arrivé là, qu'est-ce qui explique cette persistance, puisque justement vous avez souligné qu'il s'agit d'une persistance des actes terroristes plutôt que d'une recrudescence. Il y a la riposte qui pose problème. Au Mali récemment, encore, il y a des accusations qui ont été portées contre les forces françaises qui ont, selon les populations, tué des innocents dans leurs attaques placées. Et justement, en réaction, les autorités militaires maliennes et françaises disent qu'il s'agit bien de cibles terroristes. Thiambel Guimbayara. Non, je crois que ce problème, il faut qu'on en parle sérieusement. Ce n'est pas une première. Ce qu'il faut dans cette histoire décrier et dénoncer, c'est le principe de SOFA qui a été signé en premier lieu lors de l'opération Serval. Ce SOFA est un document que la France signe avec ces pays dans lesquels elle intervient militairement pour que le pays porte le coût et les conséquences d'une bavure. Alors, ce SOFA-là, je ne sais pas s'il s'étend aux opérations Barkhane et aux différentes opérations. En tout cas, ce que l'on constate,
c'est que ce n'est pas une première fois que les populations au niveau du centre se plaignent de bavures. On se rappelle encore de cette histoire de bus, de chauffeur de bus qui a fait l'objet d'attaques et où des civils sont morts et d'autres s'en sont suivis. Mais le plus récent et le dernier qui fait état d'un rapport des Nations Unies, quand même c'est un mariage, c'est une célébration des mariages où des jeunes garçons, des vieillards sont tombés par une frappe, par une intervention militaire. Et ça c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et ça ne peut que conforter ce sentiment anti-français et alimenter, orienté vers une population, vers des habitants majoritairement dans cette zone-là au centre du Mali. La majorité c'est des Peuls. Je sais que dans les célébrations de mariage, on tirait avant des coups de canon pour célébrer des mariages, mais j'espère que ce n'est pas un coup de canon qui a alerté ces gens-là pour intervenir et carrément raser tout un village, le village de Bounti, dans le cercle de Douanza et au centre du Mali. Ça, c'est une situation... Le rapport de la mission de l'ONU qui a été déployée sur place est attendu. Le rapport de l'ONU qui sera publié devrait situer les responsabilités. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il ira au fond des choses, ce rapport ? Non, ce qu'on entrevoit dans la publication de ce rapport, c'est quand même aussi confirmer ou infirmer cela. Aujourd'hui, le rapport est largement traité par les médias en France et par les médias au Mali et par les médias à travers le monde. On parle de victimes civiles. Et ces termes-là reviennent dans l'annonce de ce rapport-là qui est publié aujourd'hui par l'ONU, et ce rapport qui est publié par des experts qui se sont rendus sur le terrain pour enquêter révèle ces accusations graves de frappe de civils, de mort de civils. Et même si quelque part, certains parlent de combattants de la Katiba Serba du Massina qui se trouvaient par là, qui ne sont pas plus que 3 personnes, en tout cas, et même là, pas en position de guerre, peut-être partis pour une célébration de mariage. En tout cas, pour éliminer 3 terroristes, fallait-il aller raser un village ou tuer 19 personnes? Et que le gouvernement malien soutienne cela est inacceptable. Le gouvernement ne peut pas couvrir la mort de ses citoyens par cette intervention. Il faut la dénoncer. Elle renvoie l'opinion publique malienne contre elle. L'opinion publique malienne ne va jamais accepter que l'on couvre les arrières de la France par rapport à cette intervention. Human Rights Watch a demandé une enquête indépendante et rapide pour confirmer ou l'infirmer. Je crois que tous les signaux sont au rouge pour dire que la France a fait une bavure à Bounti. Et cela est inacceptable et condamnable. Je crois que c'est la voie de la raison qui doit s'imposer. Sinon, le ministre français de la Défense et son sous-secrétaire d'État n'allait pas rencontrer en catimini son homologue malien pour cacher cela et pour qu'on passe l'éponge là-dessus. 19 personnes, trop, c'est trop, et je ne pense pas que l'opinion publique malienne ni l'opinion internationale va passer la main sur cette histoire. Et ce qu'on a vu au Mali, Siaka Koulibaly et Tiambel Gimbayera viennent de le souligner, est que face à ces morts de civils, eh bien, les gouvernants, le gouvernement malien a bien entendu confirmé la version donnée par la force française d'avoir abattu des cibles terroristes. Alors, ça ramène à ce dont il a été question dans la première partie de cette émission, finalement aux moyens que se donnent les États du Sahel pour arriver à répondre à ces attaques terroristes. Ces moyens limités font que finalement le problème reste entier. Siaka Koulibaly. Les moyens sont donc de la réponse contre le terrorisme. Et comme on le sait, les 3 pays concernés sont parmi les plus pauvres de la planète et classés annuellement dans le dernier segment donc, du classement mondial des pays en termes de richesse. Donc c'est très
évident que en termes de richesses exploitées, à mobiliser. En termes de richesses exploitées, mais qui ne profitent pas aux populations souvent. Voilà. En termes donc de potentiel même de richesse, il y a beaucoup dans ces pays-là. Une partie est effectivement exploitée, mais très peu revient aux budgets nationaux. On le sait très bien depuis longtemps. Et même quand de l'argent est remis dans les budgets, les priorités sont telles entre la pauvreté et la nécessité de répondre au terrorisme que finalement très peu d'argent arrive à être injecté. Au Burkina Faso, une loi de programmation militaire a été adoptée en 2018 qui prévoit d'allouer 500 milliards de francs CFA au secteur donc, de l'armée pour pouvoir assurer la réponse convenable au terrorisme. Mais il y a eu des problèmes administratifs, de mobilisation de cet argent, etc. Si bien que finalement, de l'argent est prévu, mais il arrive très difficilement à être mobilisé. C'est pour cela que la coopération était une solution rapide pour pouvoir compenser les faiblesses de nos États dans cette réponse contre le terrorisme. Malheureusement, on a vu que le G5 Sahel a bel et bien été créé. Il a mobilisé de l'argent, mais on ne passe pas le budget qui avait été prévu au départ de la planification. Donc au final, on est au milieu du gué. On a engagé donc des mécanismes, mais ces mécanismes-là n'arrivent pas à agir. Imaginez qu'au Mali, si je parle sous contrôle donc, du frère du Mali, il y a au moins 7 armées étrangères qui interviennent sur le territoire malien. Et il y a la CEDEAO également qui est là, qui n'arrive pas aussi à faire donc, de la question du Sahel une question d'objectif et d'efficacité, si bien que en réalité les pays sont livrés à eux-mêmes. Donc, et comme on l'a dit, il y a beaucoup de faiblesses structurelles qui concernent ces pays, ils n'arrivent pas du tout à résoudre le problème. Vous voulez dire, est-ce qu'on doit comprendre, Siaka Coulibaly, qu'il y a des synergies d'action entre groupes terroristes, entre les, comme elles sont appelées, les différentes Katibas? Il y a des synergies, je ne dirais pas donc de coopération opérationnelle entre les groupes terroristes, mais vous savez tous que le Sahel est la seule zone du monde où les 2 grands groupes terroristes, les 2 grandes centrales terroristes ne se font pas de compétition directe. Je parlais de Al-Qaïda et l'organisation l'État islamique. Et l'État islamique. Voilà. Dans les autres régions du monde, en Syrie, en Afghanistan ou dans l'Est de l'Afrique, dans l'accord de l'Est de l'Afrique, il y a eu des affrontements entre ces 2 centrales-là. Mais parce que là, d'attaque directe entre AQMI et l'État islamique au Grand Sahel. Mais on sait qu'en 2020, il y a eu quand même quelques escarmouches. Après la mort de Drukdel, on ne sait pas trop pour quelles raisons, il y a eu quand même quelques conflits entre les 2 groupes qui a fait que sont rentrés dans leur village pour cesser de faire du terrorisme et qui ont expliqué qu'il y avait eu des attaques entre ces 2 groupes-là. Sinon, en général, depuis 2016, concernant le Burkina Faso, il n'y avait pas de conflit entre les 2 Katibas. Il s'ignorait en réalité. Et si on prend le cas du Burkina Faso, il y a un partage géographique du territoire. AQMI agit dans le nord, dans les régions nord du pays, tandis que l'État islamique au Grand Sahel occupe le Grand Est. Donc finalement, les 2 sont dans des zones, disons, séparées, ainsi bien qu'il n'y a pas de terrain d'intersection réel entre les deux centrales terroristes. Tiambel Guimbaera, est-ce qu'il y a une digue
qui a cédé. Est-ce que c'est toujours le résultat de la digue libyenne qui était fortement tenue par le colonel Mouammar Kadhafi, qui a cédé pour laisser place à ce désastre terroriste au Sahel? Oui, nous gérons d'une part les conséquences de cette crise libyenne qui gérait bien, qui contenait bien le terrorisme, qui jouait son rôle prépondérant à la matière. Mais à la résultante de cette situation et à partir de ces événements-là, quand ces terroristes ont déferlé vers leur pays d'origine, on a eu depuis 2012 jusque-là à quand même constituer un terreau. La Katiba du Massina est une création interne. D'autres groupes terroristes ont été créés aussi pour cette zone-là. Et donc... Et on se rappelle encore sous l'occupation de Gao, de Tombouctou, au pire de la crise, les groupes qui intervenaient sont des groupes locaux. De la Katiba de Massina ou Jnim aujourd'hui, qui est presque une fédération avec Yad Gali et ses hommes d'une part et d'autre part, nous avons eu le temps de créer, ils ont eu le temps. On a donné le temps à ces terroristes de créer des filiales locaux, de recruter au sein des populations. La crise s'est entassée, s'est enracinée sur nos territoires. Donc c'est encore plus difficile de contenir cela, de sortir ces populations de cela. Il faut une action militaire combinée avec ceux qui ne veulent pas du tout venir autour d'une table. En même temps, un dialogue national qui a été initié au Mali pour parler aux Maliens terroristes et extirper les fils du pays entre les mains de ces réseaux de mafieux, de trafiquants de drogue et de trafiquants de toutes sortes. Et il faut combiner aussi cela en intelligence avec l'aide extérieure apportée. Parce que depuis 7-8 ans qu'on se bat et que tout le monde se bat au front, on va militairement, on sait qu'il n'y a pas une solution définitive en la matière. Les plus irréductibles sont appelés à être éliminés militairement, mais on ne peut pas tuer aussi tous ces enfants parce qu'ils sont rebelles quelque part, ou parce que l'État les a abandonnés, ou parce qu'ils sont dans une situation de détresse ou de laisser pour compte. Ça, c'est une réalité. La digue libyenne a cédé, mais le terrorisme a eu le temps de s'installer au Sahel, de s'enraciner au Sahel. La responsabilité première est la nôtre, est celle de nos pays. La responsabilité officielle aussi est celle de la communauté internationale qui est intervenue, qui n'a pas écouté, qui a créé des instruments qui n'ont pas servi, qui ne se remet pas en cause, qui ne tire pas les leçons de ces GSEC et de ces différentes interventions depuis l'opération Serval jusqu'à Barkhane et à nos jours avec ces différents mouvements dont Takuba. Siaka Koulibaly, on a vu pour ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire des images justement que nous avons choisi de ne pas diffuser tant elles sont dures, des images de jeunes gens parmi les terroristes présumés arrêtés ou bien neutralisés. Ça indique bien qu'il y a un problème beaucoup plus profond et que la réponse à cette activité terroriste ne peut pas être que militaire. Oui. Cette vérité que la résolution de la crise sécuritaire dans le Grand Sahel ne peut pas être que militaire, c'est une évidence qui est reconnue par tous les acteurs aujourd'hui. Et le G5 Sahel, en 2019 déjà, avait établi un troisième volet, une troisième composante, qui porte sur le développement social, en fait, pour accompagner toute l'action qui est menée sur le plan militaire, sur le plan de la coopération sécuritaire. Et on le comprend. Tous ceux qui interviennent sur ces questions savent que même si dans nos pays, le terrorisme est venu par des acteurs extérieurs. Tout le monde sait que AQMI, c'est quand même une succursale de Al-Qaïda. L'EGS est un démembrement de l'État islamique, mais ils agissent essentiellement par des acteurs locaux. Et les acteurs locaux, ce sont les groupes comme la Katiba Massina, d'Ahmadou Koufa, donc qui relaient les objectifs de ces grands groupes internationaux sur le sol du Sahel. Alors,
Et ces groupes comme le Massina, ils prennent leurs racines sur des vieux problèmes que nos pays dont nos pays ont hérité avant leur indépendance et que les différents gouvernements qui se sont succédés ont été incapables de résoudre sur la durée. Pendant ce temps, il n'y avait pas de conflit autour de ces questions, des questions d'identité, des questions d'équité du développement en termes d'accès aux biens et services sociaux de base par certaines populations. Mais on savait tous que le conflit couvait. Et le terrorisme international a été l'occasion pour certains de se réveiller et de se positionner comme une force dans les pays où elle revendique un meilleur accès aux richesses du pays, au pouvoir, à la citoyenneté, etc., etc. Donc ce sont des questions de fond de nos États qui ont structurellement mûri sur la soixantaine d'années qui comptent nos pays indépendants et qui aujourd'hui constituent les points de faiblesse importants qui peuvent faire disparaître certains pays. Et la réflexion qui devrait être menée, elle peut se situer sur le plan militaire, effectivement, comme une réponse directe aux groupes terroristes parce qu'ils sont en train d'agir toujours, comme à Kafolo avant-hier. Mais il faut réfléchir à pourquoi des nationaux de ces pays-là, Mali, Niger, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, prennent les armes contre leurs États, contre les symboles de leurs États, contre des frères qui sont enrôlés dans les armées et les services de sécurité. Donc c'est des questions de fond qui devraient être posées à l'occasion des grands dialogues nationaux où on inviterait tous les acteurs pour qu'ils puissent s'exprimer sur les frustrations, les limites du développement, les questions d'équité, les questions du pouvoir, les questions des richesses, etc. Tout à fait. Il y a des grands travaux à faire dans nos différents pays pour résoudre ces questions-là. Absolument. Et Thiambel Guimbaïra, il faut noter que ces problèmes ont été identifiés parce qu'il a été relevé également des questions idéologiques par rapport à une certaine compréhension de l'islam qui, selon les savants musulmans, n'est pas toujours conforme à la bonne compréhension. On aura certainement l'occasion de refaire le débat, mais Thiambel Guimbaïra, on peut également noter qu'il y a aussi des besoins, des difficultés un peu plus importante pour les pays du Sahel avec la pandémie de Covid-19 et donc certainement des problèmes qui se sont ajoutés à tous les défis sécuritaires. La question sanitaire, évidemment, complexifie la situation. Elle n'est pas là pour nous aider à avancer, même si le taux de contagion est moindre par rapport à l'Europe ou d'autres pays. On ne connaît pas le même taux de contamination, la morbidité en la matière, la mortalité n'est pas aussi élevée ici qu'en Europe ou par exemple en France qu'au Mali. Mais c'est vrai que cette réalité, cette situation, nouvelle situation sanitaire n'est pas là pour faciliter du tout la tâche pour nos pays. Nos économies sont maigres, M. Coulibaly le rappelait tantôt. La situation, c'est de se poser ces vraies questions-là, les questions qui vaillent, de voir évidemment pourquoi on en est là et comment est-ce qu'il y a des répondants locaux. Comment est-ce qu'on peut sous-traiter la terreur dans nos pays et cette sous-traitance, ça se passe par les fils du Mali. Aujourd'hui, ce rapport de l'ONU qui est contesté par la France et dont 3 organes françaises parlent d'attaques, de frappes. L'ONU, dans 20 minutes, on parle d'enquête de l'ONU qui conduit à une frappe française qui a tué 19 civils. Dans l'Ouest France, on parle de frappe française ayant tué 19 civils et sur BFM TV, on parle de frappe française ayant tué 19 civils. Ils ne sont pas dans le langage politiquement correct, ils sont dans les langages qu'on entend. Et donc, il faut commanditer une enquête intermédiaire pour le déterminer. Et le gouvernement malien ne peut pas prouver par une petite rencontre les feux de cette tuerie-là. Ce sont des Maliens qui sont morts. Il va falloir qu'on éclaircisse cela. Ce sont des Maliens qui célébraient un mariage qu'on est allé tuer. Et donc, la donne sanitaire est une réalité, mon cher ami, qui complexifie la situation.
situations qui rendent nos pays encore plus fragiles et qui les ouvrent vers des difficultés certaines, pourvu qu'on n'anticipe pas, qu'on ne prenne pas le devant pour sensibiliser dans ce domaine-là. Mais attention, sensibiliser n'est pas encore utiliser les mêmes mauvais remèdes. Le débat autour du vaccin, le débat autour de la protection, nous avons déjà une immunité naturelle qui ne s'explique pas scientifiquement. Il faut profiter de cette immunité, pourquoi pas, et donner la bonne information à nos populations pour qu'ils puissent se préserver de cette pandémie. En tout cas, merci pour cette parenthèse par rapport à la pandémie de Covid-19, Tiambel Guimbaera. On a bien sûr, tout au long de cette émission, d'abord évoqué la situation au nord de la Côte d'Ivoire avec ces attaques terroristes qui ont endeuillé l'armée. Selon un bilan officiel, il y a eu au moins 6 morts et plusieurs blessés. Un bilan, bien sûr, qui pourrait s'alourdir. La menace terroriste en Afrique de l'Ouest, ça a été le thème de cette tribune du mardi, au cours de laquelle nous avons en première partie d'abord exploré les raisons de cette persistance des actes terroristes et bien sûr les réponses à apporter qui ne sont pas toujours en phase avec les réalités du terrain, comme on a pu le voir au Mali avec ces bavures attribuées à l'armée française. Merci donc de nous avoir suivis, à vous, Tiambel Guimbaera, directeur de publication de La Voix du Mali. Je vous remercie, c'est moi. Merci de l'invitation. De Paris en France, et Siaka Koulibaly, politologue en ligne de Ouagadougou au Burkina Faso, pays des hommes intègres. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale.